Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais d'abord remercier le Karim de l'opportunité qu'il nous offre de partager une réflexion sur une problématique très prégnante, parce que, comme mon ami Philippe l'a dit, depuis quelques années, il y a un certain nombre de questions qui sont agitées dans l'espace public et qui ont fait l'objet de débats très souvent tendus par moments, parce que tout simplement les enjeux et les personnes impliquées font que les gens peuvent manquer de grilles appropriées pour faire la lecture la plus sereine. Mais je voudrais, avant de commencer ma communication, saluer mes co-panélistes, Cheikh Matar Kébé, qui est notre cheikh. Philippe Tine est un frère. Et je vous dirai pourquoi. Quand je suis arrivé à l'université en 2000, on s'est rencontrés dans le cadre du mouvement étudiant. Et je le dis partout où je passe, c'était un homme que tout le monde voyait comme l'exemple de droiture. Vous connaissez le milieu étudiant, on a confiance en personne, et c'est lui qu'on confie notre argent. Il a été le trésorier tout le temps que nous avons été dans le mouvement étudiant, parce que tout simplement, il incarnait un certain nombre de valeurs que les gens appréciaient et qui faisait de lui, en tout cas, un homme qui gardait cette réputation d'intégrité. Et on a gardé de très bons rapports. Je vais chez lui, il connaît ma famille, mes enfants connaissent ses enfants. Et je pense que c'est ça aussi le Sénégal que nous cherchons nous tous à bâtir. Donc je suis très heureux aujourd'hui que vous soyez ici. El Hadj Malick, lui, c'est mon plus que frère. On m'a demandé de parler de la question de la laïcité, mais dans une perspective qui revienne un peu sur l'héritage historique, en revenant sur les enjeux politiques contemporains. Donc, je pense que mes prédécesseurs ont déjà abordé un certain nombre de points. Mais comme on dit, la répétition étant pédagogique, je vais revenir là-dessus, puisque la question de la laïcité est une question qui se pose aujourd'hui avec une lancinante acuité, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Et c'est parce que tout simplement, depuis l'introduction de ce concept dans notre pays, mais bien avant, et je pense qu'il est important de préciser que la laïcité elle-même a été le fruit des tensions politiques et sociales dans une société française en pleine mutation entre la Première et la Seconde République, où les tenants de la Seconde République, notamment dans les années 1880, ont dû introduire ce concept, d'abord pour extirper le contrôle, disons un peu l'école qui était à l'époque contrôlée par l'Église. Mon ami Philippe Tine l'a dit, ça c'est la première phase. Et la seconde phase, c'est en 1905, quand on a séparé la religion de l'espace public. Donc la séparation entre le religieux et le temporel. Mais à la différence du sécularisme qui est, dans une certaine mesure, considéré comme un processus qui amène, par exemple, les individus à se départir de la religion, c'est-à-dire et à évoluer vers une société où la religion ne joue pas un rôle important ou prégnant dans la société. La laïcité suppose une intervention de l'État pour réguler, donc à travers des lois, et lui permettre de reprendre le contrôle de la fourniture des services, que ce soit l'éducation en particulier, mais aussi la régulation de l'espace politique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, si vous regardez l'introduction de la laïcité dans les colonies où l'islam ou la religion est un acteur important, il y a eu, dès le début, un clash qui, aujourd'hui, se manifeste à travers, justement, ces incompréhensions, ce que j'appelle un peu le péché originel, qui a finalement mis
en opposition deux communautés, donc une communauté, pas une communauté, mais une autorité centrale qui a voulu réguler l'espace éducatif, mais aussi l'espace public, et de l'autre côté des acteurs religieux qui voyaient dans cette forme de régulation une façon de s'ingérer dans des affaires qui relèvent un peu de la prérogative des religieux. Donc je vais peut-être revenir très rapidement sur cette trajectoire en mettant l'accent sur deux aspects. D'abord la laïcité de l'école et puis la laïcité de l'espace public au Sénégal. Alors, concernant la laïcité de l'école, j'ai déjà montré que au début, évidemment, disons, au début de la colonisation, l'Église a été un acteur central, et ça, il faudrait le reconnaître, puisque l'éducation sous sa forme moderne a été dans une certaine mesure inaugurée par l'Église, qui était très active aussi dans la transmission des valeurs, mais aussi dans l'encadrement des jeunes durant la période coloniale. Mais c'est à partir de des années 1950 que les choses vont prendre une autre tournure, notamment avec l'arrivée de Faidherbe en 1954 comme gouverneur. Et il a mis en place une politique éducative tendant à intégrer en tout cas les populations locales dans un système colonial. Mais la politique assimilationniste a été au cœur de ce dispositif et il s'agissait en tout cas de reprendre le contrôle de l'école et de l'orienter dans un sens qui permettait à l'administration coloniale de faire valoir sa mission, qui était aussi une mission colonisatrice, comme vous le savez. Mais dans cette mission, l'école a joué un rôle pivot, puisque c'est à travers l'école qu'on formait les commis de l'État, les administrateurs, les infirmiers, etc., qui devaient suppléer l'administration coloniale dans la mise en œuvre de ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire la fourniture des services d'éducation, de santé, etc. Donc on a connu l'école des otages, bon, l'école des fils de chef après, qui ont été en tout cas des écoles très sélectives, où on préparait les gens à devenir des administrateurs de l'État, et aujourd'hui ce mode a continué. Mais cela s'était accompagné aussi par des tentatives de formaliser les types éducatifs qui existaient, notamment les daara et disons pour tous ceux qui n'entraient pas dans le cadre de l'école formelle proposée par l'administration coloniale. Et c'est là où évidemment la confrontation a commencé, puisque les religieux ont vu tout de suite dans ce déploiement de l'administration coloniale comme une façon de les déposséder de cette forme éducative essentiellement centrée sur l'islam, qui a existé bien avant la colonisation. Et le clash, évidemment, a pris la forme d'une résistance. D'abord, une résistance armée, telle qu'elle s'incarnait à travers le déploiement, ou disons un peu les acteurs religieux chez Omar Foutiyou Tall, etc. Mais plus tard, sous une forme de résistance pacifique, à travers des figures comme Cheikh Ahmadou Bamba et puis El Hadj Malick Sy, qui ont fait de l'école les daara les foyers justement de résistance face à une école coloniale. Donc c'était vraiment une bataille autour du contrôle de l'homme, mais à travers un système éducatif qui tendait bien évidemment à le façonner dans une certaine mesure. Ça, c'est juste une parenthèse qui, à mon avis, est très importante. Évidemment, les évolutions futures ont pu établir une dualité au sein du système éducatif. Après les indépendances, l'État a tenté, autant que faire se peut, d'aller dans le sens aussi de formaliser ce type d'éducatif, mais surtout de se donner les moyens de faire en sorte que l'éducation qui était laïque puisse aussi fournir des contenus permettant de doter les citoyens de tout le savoir, les connaissances qui les permettaient d'être des citoyens productifs. Mais l'école avait du mal justement à se départir de son ethos colonial. Et d'ailleurs, les premières élites africaines ont dû mener une bataille pour essayer un peu d'africaniser les contenus. Mais il a fallu la grève de mai 68 pour que des efforts puissent être envisagés dans le sens justement de faire de l'école quelque chose qui reflète nos réalités.
Mais jusque-là, l'école est restée très élitiste et avait laissé une bonne partie des populations en dehors du système formel. Et les Dara ont évolué, par exemple, en dehors de ce système. Mais en fait, il y a eu des efforts, notamment avec la privatisation de l'école. Et ce n'est que dans les années 90, bien évidemment, l'avènement de la démocratie aidant, qu'il y a eu, disons, un peu une offensive de la part de certains acteurs, notamment les religieux, pour, dans un contexte aussi plus international, marqué par des ouvertures, parce que l'État, à un certain moment aussi, s'est rendu compte qu'il a pris des engagements vis-à-vis des communautés, de la communauté internationale, surtout par rapport à l'éducation pour tous, donc Jomsien en 90 et puis le Forum de Dakar en 2002. Et dans ces engagements internationaux, il fallait faire en sorte que le taux de scolarité puisse être élevé. Donc, une des alternatives était de réformer l'enseignement arabo-islamique, mais surtout la loi d'orientation sur l'éducation en introduisant, par exemple, ou en révisant la notion de laïcité de la religion, de l'école. Donc, des tentatives avaient commencé dans les années 90, mais c'est surtout en 2003 ou 2004 que des réformes de cette loi d'orientation éducative ont été apportées pour permettre d'abord l'introduction d'un enseignement religieux optionnel, pas seulement musulman, mais il y a aussi l'enseignement chrétien, optionnel. Donc il fallait que les parents donnent leur accord. Et plus tard, on a pu introduire aussi les écoles franco-arabes. Et puis aujourd'hui, on parle des Dara. Donc c'est pour dire qu'il y a une évolution qui n'est pas forcément le fruit d'une pression de la part des religieux, mais je pense qu'il y a une prise de conscience de l'État à un certain moment qu'il fallait réformer le type éducatif parallèle qui évolue en marge de l'éducation formelle dans le sens de rationaliser son action, mais permettre aussi à ceux qui étaient jusque-là en dehors du système formel de pouvoir bénéficier d'une éducation leur permettant d'avoir tous les outils qui leur permettent de compétir à armes égales avec les sortants de l'école française, entre guillemets. Et je pense qu'on est dans ces évolutions-là, marquées par des tensions et des négociations autour de la redéfinition de l'école, de son contenu, de sa vocation, mais le tout dans le sens de créer un citoyen à cheval sur des valeurs de la République, mais aussi en phase avec une demande sociale de plus en plus croissante. Donc ça, c'est peut-être un survol. Je ne pouvais pas entrer dans les détails, mais je voulais juste donner un tableau panoramique en revenant un peu sur les phases pivots de ces évolutions, surtout en rapport avec la laïcité dans le système éducatif. Le deuxième aspect, et c'est ça, Philippe en a déjà parlé, c'est surtout la laïcité de l'espace public. Elhadj aussi l'a dit, en convoquant peut-être une citation de Souleymane Bachir Diagne. Donc Elhadj, c'est mon complice intellectuel aussi, parce qu'on a publié beaucoup de choses ensemble, y compris les religions dans l'espace public. Et évidemment, Bachir l'a dit, et d'autres auteurs sont revenus là-dessus, c'est que pour Bachir, je dis c'est une aversion même de vouloir séparer les préoccupations des religieux de l'espace public, puisqu'en définitive, les hommes et les femmes occupent l'espace public tel qu'ils sont, tel qu'ils pensent. Et dans une société sénégalaise où la religion, je ne parle même pas de l'islam, mais la religion de manière générale joue un rôle important, on ne peut pas demander aux gens d'enlever ces religions-là quand ils entrent dans l'espace public comme si c'était une camisole qu'on accroche à la porte quand on entre dans une chambre. C'est qu'on occupe l'espace public tel qu'on est, tel que nous sentons. Et si nos manières de faire et de sentir et même de penser sont teintées par la religion, il va de soi qu'on les projette dans l'espace public. Maintenant, l'espace public est un espace qui appartient à tout le monde et qui mérite d'être organisé. On ne peut pas le laisser à la merci de chacun. C'est là l'importance centrale de l'État. Et cette régulation, l'intervention de l'État est importante, mais il ne doit pas aller dans le sens de restreindre aussi la liberté de culte ou la liberté d'expression. Mais le cas du Sénégal est assez particulier, et même si la laïcité se veut un principe universel, mais son application a toujours fait l'objet d'appropriation
selon les contextes. Et malheureusement ou heureusement au Sénégal, on n'a jamais connu cette laïcité combative, pour reprendre une expression de Kourou, qui parle un peu de la séparation stricte entre la religion et l'État. Mais chez nous, on parle plutôt d'une laïcité de compromis. Une laïcité de compromis. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a, disons un peu, la laïcité ne doit pas être comprise comme une séparation stricte, mais plutôt une neutralité spirituelle de l'État qui se situe à équidistance entre les confessions et qui crée un cadre leur permettant de collaborer, d'interagir, etc. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez depuis la période coloniale, et je pense que c'était d'abord d'ailleurs la première expérience assez intéressante en termes de collaboration entre le religieux et le temporel, c'est que l'administration coloniale s'est rendue compte que dans des sociétés comme les nôtres, une séparation stricte pourrait conduire, bien évidemment, l'État à il pourrait induire à une certaine faiblesse de l'État, puisque l'État bénéficie de la légalité mais n'a pas la légitimité. Et que même pour faire valoir ses politiques économiques, surtout en matière de production arachidière, il fallait collaborer avec les religieux qui avaient une certaine emprise sur les populations et les masses. D'ailleurs, beaucoup vous parleront aussi de la manière dont les religieux eux-mêmes se sont rendus compte à un certain moment qu'une confrontation directe avec la puissance coloniale était inutile et même périlleuse. En ligne, ce qu'on appelle le compromis. Le compromis. Donc on est passé de la résistance au compromis. Et finalement, il y a eu, disons, ce compromis pragmatique au sommet que Donald Cruz O'Brien qualifie de contrat social sénégalais, qui n'est rien d'autre qu'un contrat à travers lequel l'État crée un espace permettant aux religieux de pouvoir s'épanouir, mais en retour, le religieux accompagne l'État dans sa reproduction, mais aussi dans la mise en œuvre de ses politiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez ce modèle qui a été établi depuis l'administration coloniale, et Philippe en a mentionné, qui permettait aussi à l'État d'accorder un certain nombre de largesses aux religieux, y compris leur permettre d'aller au pèlerinage, même durant la période coloniale déjà, mais aussi de construire des infrastructures, y compris la mosquée de Touba. On n'en parle pas assez, mais en vérité c'était un deal assez pragmatique. Moi, je veux faire venir mon arachide de la périphérie vers le centre. Vous voulez construire votre mosquée, on construit des chemins de fer. Donc, c'est finalement un compromis mutuellement bénéfique et qui a continué. Je pense que Senghor a pu bâtir aussi son pouvoir autour de ce compromis pragmatique. En prenant le pouvoir, il a pu bâtir cette relation très forte avec les confréries religieuses qui l'ont accompagné dans la mise en œuvre, dans la gouvernance, mais aussi contribuer à construire les socles d'une nation, quoi qu'on en dise. Diouf n'a pas réinventé la roue, il a juste continué aussi dans cette dynamique-là jusqu'à Abdoulaye Wade, qui est allé plus loin en se déclarant talibé président talibé. Donc on voit aujourd'hui comment les lignes entre le religieux et le temporel sont plus ou moins imbriquées. Mais je pense que c'est là aussi l'originalité du Sénégal qui aujourd'hui est dans un processus de réinvention aussi de sa conception de la laïcité, qui a ses forces mais qui a aussi ses faiblesses. Mais le plus important aujourd'hui, surtout dans ce moment, dans ces transitions que nous sommes en train de vivre, c'est de poser le débat et permettre en tout cas à ce que le débat puisse se poser sur les grandes questions, parce que si la finalité de la laïcité est de créer un cadre permettant aux acteurs de pouvoir dialoguer, de discuter et de trouver des compromis aussi longtemps que certains n'utilisent pas la violence pour imposer leur vue, je pense que c'est un cadre qui mérite d'être amélioré. On peut l'appeler laïcité, on peut l'appeler autre chose, mais le plus important c'est de créer des équilibres dans la société, tout en prenant en compte justement les préoccupations des uns et des autres, que ce soit les préoccupations religieuses, mais de créer une société où l'équité est une valeur qu'il faut préserver.
Donc voilà un peu quelques questions que je voulais partager, mais aussi comme complément aux brillantes aux communications de Cheikh Matar Kébé et de Philippe Tine. Maintenant, dans les questions, on pourra revenir sur les recommandations et les suggestions. J'en ai quelques-unes, mais pour ne pas monopoliser la parole ou donner l'impression de monopoliser la parole, je sais que Elhadj est très généreux et indulgent. Je vais donc m'autodiscipliner et vous rendre la parole. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, docteur.